Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité, à l'inverse d'autres visages de l'audiovisuel qui ne supportent pas l'idée d'être éloignés de l'antenne, vous jubilez à l'idée d'être désormais un retraité de la télévision publique. Votre jubilation est à l'origine de la concrétisation de votre rêve de toujours, vivre pleinement votre passion de la chanson sur le papier et dans les studios. Bonjour Frédéric Zetoun. Bonjour Jacques, comment allez-vous ? Très bien, c'est la 4e fois que vous venez dans les clés d'une vie et vous avez toujours des choses à dire. Et puis la 4e fois, puis on va avoir du mal à se vous voyez pendant une heure. Ah mais c'est obligatoire. Ah, c'est obligatoire. La radio, sinon c'est un principe de radio. On exclut l'auditeur. Alors, double actualité, un album Les Souvenirs de demain qu'on évoquera tout à l'heure et un livre, Le Dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour chez HarperCollins qu'on évoquera aussi. Mais le principe des clés d'une vie, vous le savez mieux que personne, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, je ne sais pas si vous en souvenez, vous avez reçu une émouvante ovation le 8 décembre 2022 dans les locaux d'écoute Mémoire et Histoire. Ce soir-là, vous y êtes pour évoquer avec les survivants de la Shoah et leurs familles votre parcours. Et il y a une ovation lorsque vous entrez dans la salle. Le 8 décembre 2022. Le 8 décembre 2022. Oui, et c'est Mémoire et Histoire, c'est une association qui défend les survivants de la Shoah et leurs familles. Et vous étiez là ce soir-là. J'étais là pour chanter, je pense. Oui. Alors oui, effectivement, c'est un souvenir. Le 8 décembre, on avait fait le Casino de Paris le 5 décembre. Oui. Et 3 jours après, effectivement, il y avait ce rendez-vous avec quelques survivants dans une toute petite salle. Oui. Et c'était excessivement émouvant. Il y avait des gens qui avaient plus de 80 printemps, plus de 90 printemps, qui étaient là à me poser plein de questions sur la chanson, sur mon parcours. Et effectivement, ça reste un souvenir extrêmement prégnant. Et effectivement, il y avait c'est une association qui aide les survivants de la Shoah à survivre, justement. Et vous avez évoqué ce soir-là votre pratique du judaïsme en disant que ce sont des engueulades à table en permanence. C'était à peu près ça. C'était entre deux boulettes. Effectivement, c'était ça. Car en Israël, vous avez de la famille. Oui. Et vous êtes allé chanter à Tel Aviv parce que c'était le seul moyen que votre famille vous voit. Effectivement. Et puis c'était surtout cette année, nous avons fait un concert à Tel Aviv au mois d'août dernier au profit des gens qui étaient déplacés, tous ces gens qui ne peuvent plus, qui dans le nord d'Israël ne peuvent plus habiter chez eux de peur de se prendre des bombes sur la figure. Et donc c'était très émouvant de chanter devant ces gens-là. C'est-à-dire que effectivement, vous allez chanter dans un pays en guerre. Effectivement, quand vous parlez de faire un concert, on vous regarde un petit peu bizarrement. Et puis le soir du concert, la salle était pleine et il y avait une émotion ce soir-là que je ne suis pas prêt d'oublier. C'est vrai que ça fait là vous évoquez en 2022, le 8 décembre 2022, une sacrée dose d'émotion. Et en Israël aussi. Voilà. Et ce sont des choses très importantes pour vous. C'est Charles Aznavour, Kenji Girac, Fugain ont chanté en Israël. Et Laurent Gérard a chanté là-bas aussi. Bien sûr. Et il y a même à Jérusalem un rabbin qui était Guy Mardel, chanteur à Paris. Bien sûr, Mordechai El-Koubi. Exactement. plus connu sous le nom de Guy Mardel. N'avoue jamais. N'avoue jamais. Ensuite producteur de télévision. Effectivement. La reconversion est très étonnante. Elle se fait dans une yeshiva qui est une école rabbinique. Alors, il se trouve aussi, j'en reviens à cette soirée, vous avez évoqué votre livre Fauteuil d'artiste et vous avez transmis ce jour-là votre force de vivre à celles et ceux qui en avaient besoin, Frédéric Zetoun. Écoutez, ça, merci de le dire. Moi, je peux pas trop, je sais pas trop quoi dire à ça. On fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a. Moi, voilà, je suis né avec un fauteuil en plus, donc c'est bien parce qu'au moins, quand il y a des longues files d'attente, je me fatigue pas, je suis déjà assis. Oui. Mais pour le reste, je fais de mon mieux. J'essaye de faire de mon mieux. Si ça transmet quelque chose aux gens, tant mieux. Oui, et vous avez dit ce soir-là que vous auriez pu ne pas être là si votre père si votre père avait écouté les médecins. Si mon père avait été un bon petit soldat, en plus, honnêtement, il avait toutes les bonnes raisons de les entendre. La France, il connaissait pas. Il était venu en voyage de noces avec ma maman en 1950 voir Maurice Chevalier à l'Alhambra, Alex Alhambra, l'originel. Et donc, il avait donc toutes les bonnes raisons de se laisser bercer par les paroles des médecins qui lui disaient il ne survivra pas. Et donc lui, il n'a pas du tout voulu se faire à cette idée-là. Effectivement, il fallait qu'on m'opère dans les plus brefs délais. Et à l'âge de 8 jours, j'ai pris l'avion avec lui. Il m'a amené à Paris. C'est pas Paris qui m'a pris dans les bras, c'est l'hôpital Boucicaut à Paris. Et voilà.
C'est l'hôpital Bretonneau, excusez-moi. Bretonneau, C'est c'est l'hôpital aujourd'hui Bretonneau. l'hôpital Robert Debré. Effectivement, et voilà, j'ai été opéré à l'âge de 10 jours, et je suis devant vous aujourd'hui, et j'en suis ravi. Et je crois que vous avez hérité, Frédéric Zetoun, de l'optimisme et de l'énergie de votre père. De l'optimisme, de l'énergie et de la force de travail de mon père et de ma mère. Ce sont des gens qui ne sont plus là aujourd'hui. Ça me fait très très plaisir que vous en parliez, parce que les gens ne meurent que quand on n'en parle plus. Et c'était des gens qui voyaient toujours le verre à moitié plein. Ils nous interdisaient, bon allez, demain est un autre jour. Vous savez, ces phrases toutes faites qu'on entend tout le temps, mais eux, ils se les appliquaient. Je crois que leur vraie religion, c'était ça, c'était pratiquer un optimisme pratiquant. Voilà. Et votre religion aussi, c'est de soutenir tout ce que vous pouvez faire face au handicap. Ça fait partie de vos combats, Frédéric Zetoun. Ça fait partie de mes vrais combats aujourd'hui. C'est vrai qu'on célèbre là les 20 ans de la loi de 2005, la loi que Jacques Chirac avait fait voter. Pourquoi Jacques Chirac? C'est le seul président de la République qui à ce jour a fait bouger les choses, parce qu'il était touché en son sein et en sa chair, et sa fille Laurence était en fauteuil roulant. Cette loi dite de l'accessibilité universelle qui devrait s'appliquer, ça fait 20 ans, hein. On est en 2025, rien n'a bougé. Je le dis haut et fort, rien n'a bougé. Là, on nous balance le remboursement des fauteuils roulants pour décembre, selon certaines conditions. Oui. Si vous remboursez les roues, quoi. Voilà, les rayons peut-être. Et ça, c'est d'ici le mois de décembre. Je le dis haut et fort. Je sais très bien qu'il y a des tas de gens qui vont grincer les dents en entendant ça. On a eu les Paralympiques. On a l'impression que le grand soir était arrivé, que Wiltshire was beautiful, et on allait tous être frères et rayon en rayon. Excusez-moi, je suis très très en colère. Paris est une ville qui est profondément inaccessible. On a 50 ans de retard en France. On a un demi-siècle de retard. J'étais il n'y a pas très longtemps à New York. On me dit oui, mais New York, le métro de New York n'est pas complètement... À New York, vous pouvez prendre le métro. Ici, je n'ai jamais vu la couleur du métro. J'ai 63 ans. Quand j'étais en fac en 1980, on m'avait dit dans 20 ans, tu verras, il y aura le métro. J'en ai 63. J'aurais attendu ma vie entière ce putain de métro. Donc là, maintenant, ça commence à suffire. Oui, quoi. et puis vous êtes une locomotive, ça compense à peine. Alors, il se trouve aussi que Gilbert Montagnier a les mêmes problèmes que vous. Il s'est battu depuis des années. Oui. Tout ce qu'il a obtenu, c'est une reconnaissance vocale dans les distributeurs d'argent. Et au feu rouge, on signale que le feu est rouge-vert vocalement. Sur certains feux tricolores, oui, tout à fait. Non, mais toutes les avancées, il faut les prendre là maintenant. Je veux pas non plus faire bouder notre plaisir. Tout ce qui peut avancer avance. Mais honnêtement, très très honnêtement, Jacques, quand vous voyez tous les 5 ans un président de la République arriver avec la main sur le cœur, vous dire ce sera mon combat, c'est vraiment ce que je vais mettre en avant, et que vous voyez que rien ne bouge. Pour que ça bouge, il faut que la cité, il faut que la ville soit accessible à tout le monde. Pour que ce ne soit plus un sujet. À New York, un mec en fauteuil roulant dans le métro, c'est pas un sujet. Quand vous rentrez dans un restaurant à New York et que à New York ou au Québec, et que vous dites est-ce que les toilettes sont accessibles, on vous répond what a shit question. Oui. Et quelle question de merde. Mais si c'était pas accessible, on ne serait pas ouvert. Ici c'est quand c'est accessible que vous chantez l'Alléluia. J'en bégaye de colère. Non mais vraiment, oui. c'est vraiment c'est un vrai combat, et ça j'ai pas fini de le porter. Alors, des combats, vous en avez mené d'autres. Vous avez grandi à Aulnay-sous-Bois, où d'ailleurs Françoise Hardy allait chez sa grand-mère. Je ne sais pas si vous le savez. Mais écoutez, je l'ai jamais croisé. Non, Ni sa grand-mère ni elle. Et puis ensuite, il y a eu le lycée de Villepinte, où vous avez été pion. Il y a aujourd'hui des témoignages sur Internet qui disent mais on l'a eu comme pion. Effectivement, je les embêtais déjà avec mes chansons à l'époque. Oui, il y avait la fête du lycée, vous chantiez. La fête de lycée, à partir de la classe de 3e, j'étais l'invité permanent, l'invité surprise permanent des fêtes de fin d'année. Ils ont eu la gentillesse de m'encourager. Je sais pas s'ils ont bien fait, enfin il faut croire que oui. Et donc voilà, oui, effectivement. Et j'ai retrouvé il y a pas très longtemps à Montauban des élèves que j'avais eu comme surveillant. Et là vous prenez un petit coup de vieux, là, un espèce de petit lifting inversé d'un coup d'un seul. Vous voyez des gens que vous dites mais nous on était, alors là maintenant on a 50 ans, on a 3 enfants, et on vous avait comme pion. Bon bah voilà, c'est la vie qui passe. Ouais, mais il paraît que vous étiez un pion sympa. Ouais, enfin surtout je me prenais pas au sérieux, je me prenais vraiment pas au sérieux. Puis c'était je venais de quitter le lycée, je revenais avec un statut différent puisque j'étais maintenant surveillant. Franchement non, je crois que j'étais plutôt cool. Et votre premier métier, on peut l'évoquer à travers une chanson.
J'aime la publicité. J'aime ces tubes qui viennent m'exciter. Charles Trenet, j'aime la pub, Oui. car vous avez débuté dans la pub. Effectivement, Europe 1. Oui. Europe 1, une radio concurrente et néanmoins amie, comme on dit, dans la grande radio périphérique. J'étais rentré, en fait, j'avais une formation de juriste. J'étais rentré pour faire mon stage de fin d'année, de fin d'études au service publicitaire de cette grande radio, au service juridique. Oui. Et bon, au bout de 2 jours, je suis allé voir mon responsable de stage en me disant c'est pas pour moi, vous pouvez me signer le papier, Puis il venait d'y avoir un accident, un créatif de pub venait d'avoir un accident de mobilette et était immobilisé. Ils avaient une grosse campagne à faire pour une grande enseigne parisienne. Et le monsieur m'a dit, mais vous écrivez des chansons, vous sauriez éventuellement écrire des jingles de pub. Et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai fait 15 ans là-bas. Voilà. Et le premier jingle, le première pub, c'est en 1859, un certain Thomas Beecham qui a fondé une société pour les pilules Beecham. Il disait Beecham, un guinée la boîte. Une guinée la boîte, et c'est devenu le premier slogan publicitaire de l'histoire. C'est créativement poussé quand même. Exactement. Ça, c'était le point de départ, mais après, il y a eu d'autres choses. Et on va évoquer une autre date récente, le 28 septembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Zetoun. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Zetoun, une double actualité, les souvenirs de demain, un album et un dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour chez Harper & Collins. On en parle tout à l'heure, on en revient à votre parcours et le 28 septembre 2024, une date que vous n'avez pas oubliée. Votre dernière chronique dans Télématin. 26 ans. 26 ans, un moment d'émotion mais pas de tristesse. Un moment d'émotion, effectivement, c'est une page qui se tourne. Certainement pas de tristesse parce que je suis parti de mon plein gré dans des conditions absolument délicieuses avec les gens que je rencontrais tous les matins depuis 26 ans. Je pense que le moment était venu de ne faire que ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire écrire et chanter. Voilà, parce que la télévision, vous avez fait un peu le tour. J'avais fait le tour. Je me suis beaucoup amusé durant ces 26 ans. J'ai jamais eu l'impression de travailler et j'avais pas du tout envie que cette impression vienne me chatouiller, quoi. J'ai préféré partir avant de faire l'année de trop. Vous savez, cette espèce de combat de trop qu'on peut faire si on n'est pas un petit peu vigilant. J'étais très heureux de partager ces moments-là. J'ai rencontré des tas de gens sympas. Je les revois encore. Enfin, c'est pas du tout du passé. Ce qui est vraiment nouveau pour moi, c'est que maintenant, je ne suis pas chroniqueur et chanteur, je suis chanteur. Voilà. Alors, la télévision, Frédéric Zetoun, ça a commencé le 7 septembre 1998 avec cette chanson. Mélissa métisse d'Ibis, sa vie toujours dévêtue. Dites jamais que je vous ai dit ça. La chronique s'intitule Souvenir. Souvenir, c'est avec Sophie Davant. Exactement. C'est William Lémergie qui m'a repéré. Alors, j'ai fait 2 mois d'été avant dans l'émission Télématin. William m'a repéré chez quelqu'un que vous connaissez et que nous aimons en commun, qui est Jacques Martin. Il m'avait vu durant 4 ans chez Jacques Martin dans l'émission Ainsi font. Il y avait Vincent Ferniaud qui faisait partie des 2 émissions, de Télématin et de l'émission Ainsi font. Et qui est chez nous le dimanche matin à Sud Radio. Et qui m'attend chez vous ici sur cette antenne. Et c'est Vincent qui avait donné mes coordonnées à William Lémergie et qui m'a appelé en me disant bonjour, je suis William Lémergie, j'ai besoin d'un bouche-trou pour l'été. Et j'ai répondu bouche-trou, j'en avais. Ouais. Et voilà. Et ça a duré 26 ans le bouche-trou. Et le bouche-trou, c'était au départ parce qu'il avait lu un livre sur la chanson française. Effectivement, un livre qui s'appelle toujours Toutes les chansons ont une histoire. Et c'est vrai que le premier rendez-vous, William est quelqu'un qui a un humour absolument décapant, et il m'a dit vous êtes sûr ça va pas vous foutre vos vacances en l'air? Non mais moi tout va bien, quoi. Jacques Martin s'arrêtant, on me proposait de venir me lever tôt le matin. Je n'avais jamais vu Télématin de ma vie. Alors, donc, le jour où j'ai su que j'avais rendez-vous, je me suis réveillé 2-3 fois le matin très tôt pour prendre des notes, pour être un petit peu au courant de ce qui m'attendait, et j'ai rencontré quelqu'un de très très drôle, de très très fin. J'ai fait ces 2 remplacements d'été, ces 2 mois de remplacement d'été à l'été 98, et au mois de septembre il m'a dit tu sais, je suis producteur d'une nouvelle émission présentée par Sophie Davant, ce serait bien que tu viennes. Et voilà. Et Télématin a commencé le 10 janvier 1985 après une grève et sur
surtout, il cherchait un présentateur et William a été convoqué 2-3 fois en disant ça sera peut-être toi, ça sera peut-être pas toi. Mais il avait tous les avantages parce qu'il s'occupait du club Dorothée, de Marabout de Ficelle. Il y a une chose inédite dans les archives de l'INA, c'est la première émission de Télématin, une maquette présentée par Muriel S, réalisée 4 jours avant pour voir si la technique Muriel marchait. S, oui, je savais pas qui travaillait avant avec Jean-Claude Bourret. Oui. Et c'est hallucinant parce que c'est une maquette faite avec des techniciens qui remplacent l'animateur. Il y a une météo où il y a absolument rien. Et vous l'avez vu ça? Bien sûr, ça existe dans les archives. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le journaliste qui fait la météo, qui est un technicien, a oublié de mettre son micro. C'est drôle, voilà. C'est drôle. Et ça a permis de régler les caméras, mais je pense que ça restera un collector inédit. J'imagine. Alors, cette chanson, Mélissa, vous racontez ce jour-là l'origine de la chanson. Effectivement, une chanson écrite par David McNeill sur une musique de Julien Clerc, qui au départ parlait de Matisse. Oui. En fait, c'était une invitation à imiter Matisse. Et Julien Clerc dit à David McNeill qui est le fils de Marc Chagall, pour ceux qui ne le savent pas. Et donc, pour lui, parler de Matisse, ça fait partie de son univers quotidien. Et Julien Clerc lui dit, mais Matisse, là, c'est une chanson très très populaire. Imiter Matisse, ma métisse est nue, j'y crois pas beaucoup au refrain. Et donc, ils prennent ce pari-là, qui est de descendre dans la rue et de demander à quelques personnes. Et Julien dit à David McNeill, écoute, si les gens dans la rue répondent qu'ils connaissent, moi, je m'incline et je chante le texte tel qu'il est là. Et donc, ils descendent, et la première personne qu'il rencontre est une dame qui revient avec ses couffins à provision. Ils lui disent, bonjour madame, elle voit arriver Julien Clerc et David McNeill devant elle. Bonjour madame, est-ce que vous connaissez Matisse? Elle répond, vous savez, ça fait pas longtemps que j'habite dans le quartier, donc je connais pas tous les voisins. Donc voilà. Et à partir de là, David McNeill a réécrit son texte. Et c'est un jour, c'était Gérard Fabio à RTL qui faisait un sondage d'opinion. Qui est Serge Reggiani? Et la personne a répondu, une nouvelle marque de pâtes. C'est pas mal. Alors, pas mal. Il se trouve que Sophie Davant avait également été repérée dans la météo par William Lémergie. Tout à fait. Et vous n'imaginiez pas que ça durerait aussi longtemps? Mais jamais de la vie. Enfin, je me rappelle comme si c'était hier, ce lundi matin, c'était la première. Il y avait un générique qui a été changé ensuite, qui ressemblait étrangement à la musique de Friends, et du feuilleton Friends. On était tous dans nos petits souliers. C'est très émouvant le début d'une nouvelle émission. On pensait vraiment pas, personne ne pensait que près de 30 ans après, on serait toujours là. Et alors ensuite, vous êtes devenu un cumulard, car vous avez fait cette émission et Télématin. Effectivement. En fait, au départ, j'étais toute l'année sur cet programme et les vacances scolaires et les grandes vacances sur Télématin. Et puis très très vite, quelques années après, j'ai eu une chronique aussi dans Télématin régulière. Une chronique dans cet programme, ce qui fait que les semaines étaient bien chargées. Mais c'est très dur de se lever le matin comme ça très tôt. Oui, mais quand vous êtes mu par une passion, très honnêtement, bien sûr que c'est du travail. Bien évidemment qu'il y a beaucoup de travail, qu'il y a beaucoup d'investissement de la vie dans un emploi du temps pareil. Mais quand vous êtes heureux de faire ce que vous faites, quand c'est votre passion, quand vous rencontrez des gens que vous aimez, quand vous parlez de gens que vous aimez, honnêtement, cette fatigue-là, on la sent plus. Vous vous souvenez de votre première chronique dans Télématin? C'était le 18 février 2012. C'était sur cette chanson. Hélène, je m'appelle Hélène. 2012 ? Oui. À Télématin, donc j'étais... Oui, mais là, la chronique régulière à Télématin. Ah, la chronique régulière, d'accord, oui. En 2012, alors, Hélène, je m'appelle Hélène, je crois que j'avais été tournée Hélène qui devait passer au Zénith de Paris. Voilà. C'était un phénomène, on pouvait à peine l'approcher. Elle était couverte de fleurs. Je me souviens d'un concert où la dernière chanson durait à peu près 3/4 d'heure. La dernière chanson durait presque autant que tout le concert. Oui. Cette dernière chanson, c'était celle que l'on vient d'entendre. Mais... Hélène, je m'appelle Hélène. Et un jour, moi, je suis en Chine pour un spectacle et je dis que je connais Hélène, ce qui est le cas, mais je suis passé pour un dieu vivant. Car en Chine, c'est une star incroyable. Et c'est pour ça qu'il y a votre statue partout en Chine. Alors, dans cette chronique, vous faites une pique à William Lémergie, parce que vous évoquez les Hélène et Dorothée, et oui. Il fait mine de ne pas comprendre, alors qu'il comprend très bien, car il a chanté. Bien évidemment, il a chanté Pac-Man. Oui. Pac-Man, son tube, c'est le tube de William. Je sais qu'il en peut plus qu'on lui parle de ça. Mais vraiment, Pac-Man, il le chantait. Alors Pac-Man, je crois que c'était une chanson de Michel Jourdan. Exactement. Si je ne me trompe pas, Michel Jourdan, un éminent parolier, et donc qui a écrit
pour les plus grands, notamment Mike Brandt, Frédéric François entre autres. Et effectivement, Pac-Man, c'est le tube de William. Et Pac-Man était un des premiers jeux vidéo que les moins de 20 ans et plus ne peuvent pas connaître. En fait, c'est né parce qu'un certain Iwatani mangeait une pizza et il a eu l'idée d'un personnage qui mangerait des boules qui seront nommées des Pac-Gomme. Il a créé Pac-Man, il a placé son personnage dans un labyrinthe, il a ajouté des fantômes et ça a donné ce jeu. C'est génial. C'est fou. Alors, vous avez fait toutes sortes d'interviews dans Télématin, mais je pense que la plus extraordinaire, c'est James Brown. Vous voulez que je vous raconte oui. vraiment? Ah oui. Celle-là, elle est absolument... Allez, j'ai honte, mais je la raconte parce que c'est vrai. À l'époque, j'allais souvent déjeuner dans un restaurant où les toilettes étaient accessibles, et le restaurant d'un grand hôtel à la Porte-Maillot. Et un jour, je vois une dame arriver avec une espèce de gouaille comme ça, et qui me dit, Eliane, qui me dit, vous savez, moi je vous regarde le matin dans Télématin, James Brown il va venir, et si vous voulez, moi je vous ai une interview avec lui. Et je la regarde, je dis oui, James Brown, mais bien sûr. J'en parle à William, qui me dit, écoute, soit c'est n'importe quoi et on aura sorti une équipe pour rien, soit c'est vrai. Tu sais, il y a un vieil adage qui dit, il faut suivre le menteur jusqu'à sa porte. Bon, je pensais pas du tout que cette dame était... Mais bon, franchement, je m'imaginais pas du tout que c'était sérieux. Et effectivement, la dame avait, donc, qui était responsable des relations publiques de cet hôtel, avait quelques liens privilégiés avec James Brown, qui est arrivé. Donc on a eu rendez-vous avec son manager avant. Je crois que son manager, il l'avait rencontré en prison. C'est-à-dire que quand le mec vous disait 3 minutes, vous aviez vraiment intérêt à respecter les 3 minutes, parce que sinon, il vous broyait l'omoplate. C'est-à-dire qu'il mettait la main sur votre épaule, vous disiez, je vais sortir de là avec un bras en moins. Et donc, James Brown est arrivé, et il était fait comme une mule. C'est-à-dire qu'il était chargé comme une mule. Je n'ai jamais compris ce qu'il a raconté lors de cette interview. Il nous a parlé de Jésus. Et donc moi, le vendredi matin, donc je tournais ça le mercredi, j'avais le jeudi pour monter, le vendredi, tout le monde m'attendait avec le scoop, James Brown. Fred, c'est génial, tu nous ramènes une interview. Donc je devais passer 2 fois le vendredi matin. 2 fois, c'est que vous aviez vraiment un sujet lourd. Et là, je ne sais pas quoi dire. Je ne comprends pas un traître mot à ce qu'il raconte. Jesus. Et ça revenait en boucle. Le mec était dans une espèce de prêche complètement taré. Et donc, voilà, on rentre, on envoie ça à un ami qui est professeur de français aux États-Unis, et il me rappelle mort de rire en me disant, mais ton mec il est chargé comme une mule. Mon mec c'est James Brown, c'est intraduisible, il t'a parlé de Jésus pendant 10 minutes, et à la fin il se retournait donc vers Eliane et il lui roulait une pelle. C'est-à-dire qu'à ma dernière question, je lui disais what is your relationship with French audience, il l'apprend, il l'a fait rentrer dans le cadre et il lui roule une pelle. Voilà, donc et allez vous amuser à monter un sujet. Donc là, allez, je le dis William, si tu m'écoutes, on a fait du voice-over, c'est-à-dire que j'ai baissé la voix de James Brown et j'ai littéralement inventé ce qu'il racontait. Je prenais un mot de temps en temps et je reconstruisais la phrase. Donc c'est passé 2 fois. James Brown, donc ça c'était au mois de mai ou au mois de juin. James Brown est mort, je crois, le 26 décembre. Oui. Cette interview a été reprise partout, mais partout, y compris l'appel à la fin. Et donc on a raconté exactement, j'ai inventé 3 minutes d'interview avec James Brown. J'en suis pas fier, mais j'assume. Voilà, vous assumez, comme vous assumez ce qu'on va évoquer dans quelques instants à travers la date du 5 février 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Frédéric Zetoun. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Zetoun. Donc une double actualité qu'on évoque aujourd'hui. On va commencer par la première, 5 février 2025, et un album qui s'appelle Les souvenirs de demain. Un album résolument personnel, la preuve. J'aurais bien fait Mimi Mati, mais je suis trop grand, même assis. J'aurais bien tenté Serge Lama, mais moi au moins je ne boite pas. Le tribut à moi-même. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette chanson? Tribut à moi-même. Un soir, je dîne avec quelqu'un que vous connaissez bien, Jacques aussi, qui est Gérard Davoust, qui est mon producteur, éditeur, et on parle de cette mode, de cette déferlante de tribute. Et je lui dis, il y a une guerre des faux Jacques Brel, il y a 6 troupes Abamania en France, il y a les Austrian Pink Floyd. Enfin, aujourd'hui, si tu veux être sûr de remplir un zénith, tu produis un tribute. Et on est en train de rigoler en parlant de ça. Et je lui dis, tu sais, peut-être que tu devrais, peut-être que je serais plus rentable si je faisais quelqu'un. Donc on commence à évoquer des noms, mais en rigolant, quoi. C'est vraiment, c'est une soirée
bien arrosée, bien amusante. Et en rentrant, j'ai écrit ce texte. Et donc c'est Gérard Capaldi qui a fait la musique. Et comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai pensé à tous les gens que j'aurais bien aimé faire, et j'ai toujours trouvé ce pourquoi je ne pouvais pas et m'identifier à eux. Le premier qui a hurlé de rire à cette chanson, c'est Serge Lama, parce qu'on lui a envoyé quand même. J'aurais bien boité comme Serge Lama. Non, j'aurais bien fait Serge Lama, mais moi au moins je ne boite pas. C'est sûr que si je chantais ça sur mes deux jambes, ce serait pas drôle du tout. Mais étant en fauteuil roulant et me déplaçant en fauteuil, en fait, la vraie personne que je brocarde le plus dans cette chanson, c'est moi. Et puis, au-delà de la blague, c'est une chanson pour dire la difficulté d'être qui on est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un artiste à part entière en étant soi-même, et ben c'est pas. Puis même dans la vie, être soi-même, c'est pas toujours si évident que ça. Voilà. Alors, il se trouve qu'il y a un clip, je crois, qui existe de cette chanson en plus. Un clip que nous avons tourné dans la rue, oui. Où les gens, on leur dit, bah oui, depuis que j'ai quitté la télé, il faut bien que je gagne ma vie. Donc, on était avec Bruno Bongarçon, guitare-voix, avec l'étui de guitare ouvert. Il y a des gens qui nous ont donné de l'argent, on leur a rendu, je vous assure. Mais il y a des gens qui ont vraiment cru qu'on était en train de faire la manche. Donc ça commence dans la rue et ça finit au Casino de Paris, puisqu'on y sera le 22 juin prochain. Exactement. Les Souvenirs de demain, c'est un album que vous avez voulu faire, qui est votre album le plus personnel, je crois, Frédéric. Écoutez, si c'est le cas, tant mieux. C'est un album qui s'est fait dans l'urgence. Tout a été écrit. Alors les méchantes langues diront que ça s'entend, oui. Mais c'est non vraiment on l'a fait dans l'urgence. Je me réveillais la nuit pour écrire. Vraiment j'avais besoin de dire certaines choses. Il y a une chanson qui me tient terriblement à cœur qui s'appelle Gilles Song, qui est dédiée à un ami qui a été foudroyé par la maladie, un ami Gilles Taïeb qui incarnait la vie pour moi et qui a été foudroyé. Donc voilà, cette chanson est venue comme ça. Il y a une chanson sur la barbarie. Toutes les chansons ne sont pas drôles. Une chanson qui s'appelle Le Musée des horreurs, qui est né suite à certains actes que l'on a pu voir et qu'on continue à voir malheureusement sur la barbarie. J'avais l'impression qu'il y avait certains propos, certaines images, certains adjectifs qu'on n'entendrait plus. On les entend encore, donc voilà. Et chanter, c'est votre rêve de toujours, je crois. En fait, j'étais très heureux à écrire pour les autres et je suis toujours extrêmement heureux à écrire pour les autres. J'ai commencé, Gérard Davoust m'a produit quand j'avais 21 ans, tout premier 45 tours. Oui, ce 45 tours, je crois qu'on l'a. Vous l'avez ? Je me réveille, goût amer, envie de rien, c'est matin. Ah oui. Ça calme. Mon cœur est lourd à faire pleurer le chagrin, c'est matin. 1983. Ouais, premier 45 tours. Qui a fait un succès d'estime. C'est-à-dire quand vous en vendez un à votre père et un à votre mère. On appelle ça un succès d'estime. Oui, et d'ailleurs, je crois que les gens demandaient le nouveau disque de Laurent Voulzy dans les boutiques, parce que vous ressembliez à Laurent Voulzy à l'époque. Il y avait un peu ça, et il y avait aussi un garçon que j'aime beaucoup, qui a fait aussi une carrière, plus en tant qu'auteur qu'interprète, qui est Romain Didier. Il se trouve qu'on avait exactement le même timbre de voix. Oui. Et Romain me disait, quand on se croisait sur des podiums FM ou sur des plateaux de télé, on a l'impression... En fait, une radio avait accroché sur ce titre, donc je passais beaucoup sur cette radio-là, et il me disait j'en ai marre que tous mes copains m'appellent en me disant ça y est, tu passes comme un fou sur une radio concurrente et néanmoins amie. Voilà. Alors c'est vrai que c'est le point de départ, et ensuite ça a continué la chanson comme auteur, mais aussi comme interprète. Vous êtes pris au jeu. Comme interprète, je l'ai toujours fait, alors en pointillé. Je le fais vraiment avec cœur et avec sérieux depuis maintenant une petite dizaine d'années. J'ai longtemps écrit pour les autres. C'était pas un pis-aller, c'était pas une solution, c'était pas une consolation. Pour moi, j'étais très 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 heureux à tenter de mettre des mots qui leur allait bien à des gens pour qui j'avais envie d'écrire. Quand vous écrivez pour des gens comme Enrico Macias, quand vous avez la chance d'écrire pour Laurent Gérard, quand vous avez la chance d'écrire pour Hugo Frey, ça vraiment 81 chansons à ce jour avec Frédéric François. C'est des histoires d'amitié qui s'écrivent comme ça dans le temps. Et puis c'est vrai que à un moment, il y avait des chansons que je voyais pas à qui je pouvais les envoyer. Donc je suis édité par les éditions Raoul Breton et Gérard Davoust et Charles Aznavour qui étaient encore là. Oui, qui était le premier à croire en vous comme chanteur. Oui, qui m'a dit mais cette chanson-là, pourquoi vous la chantez pas ? Et une chanson qui s'appelle Eh bien au contraire. Elle me dit puis pour vous encourager, je vais vous faire la musique. Puis si vous l'enregistrez, je la chante avec vous. Voilà. Quand vous avez un parrainage comme ça, vous dites merci monsieur et vous rentrez en studio et vous laissez faire. Voilà. C'est de la chaleur humaine alors que vous chantez Le fond de l'air est frais. Le fond de l'air est frais. J'ai gardé un vieux pull anglais, tant en écoutant les infos. Certaines me font froid dans le dos. Le
fond de l'air est frais. Et quand Ça, le c'est vent vraiment l'attaque contre l'actualité d'aujourd'hui, contre des flashs d'aujourd'hui. Bah, c'est sûr que quand on allume la télévision ou quand on écoute la radio, on s'aperçoit que le fond de l'air est vraiment frais. ouais. C'est un petit clin d'œil aussi à la chanson de Jacques Dutronc. Bien sûr. Mais ça aussi, c'est un immense travail. Il faut être entouré d'une bonne équipe, et vous avez votre équipe maintenant. Une famille, Gérard Davoust en tête, Thierry Communal, Gérard Capaldi. C'est mes trois mousquetaires qui, à l'instar du roman d'Alexandre Dumas, ne sont vraiment eux que trois. Et vraiment avec eux, puis voilà, au niveau de... Vous savez, il y a le savoir-faire et le faire savoir. J'ai la chance depuis des années de travailler avec François Troller et René Oriot qui vient rejoindre cette famille-là. Et franchement, tant que j'aurai la chance d'avoir ces gens-là qui me poussent et qui me disent de continuer, je continuerai. On rencontre un public qui est aujourd'hui encore modeste, qui est en train de grandir. Vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai quand le week-end, je prends ma guitare, je prends mon ami Bruno Bongarçon, qu'on part tous les deux et qu'on part jouer dans des petites salles, qu'on rencontre des gens. J'ai l'impression de faire mon métier d'artisan chanteur. Et ce métier-là, je ne l'échangerai contre rien au monde. Le premier à avoir cru en vous, c'était un professeur au lycée qui vous a conseillé de chanter, Frédéric Oui, Zetoun. c'était Monsieur Roux. Oui. Monsieur Roux, qui était prof de français, qui était fan de Brel, qui nous avait donné un commentaire composé sur le plat pays. C'était la première fois que je voyais un prof nous demandait de plancher sur une chanson. Je vais montrer mes premiers brouillons très très maladroits, et il avait organisé une petite fête chez lui de fin d'année où il m'avait demandé de venir avec ma guitare et chanter chez le prof de français que j'aimais tant. Je crois que j'aurais fait l'Olympia. C'était pas plus émouvant pour moi que chez ce monsieur-là, qui nous a quittés malheureusement. Alors, vous êtes quand même passé, après de longues années de préparation, de Tremblay-les-Gonesse au Casino de Paris. Tremblay-les-Gonesse, c'était la fête de fin d'année où je chantais. Alors, c'est la première scène. Je passais avant Renaud qui venait de sortir Laisse Béton. Oui. Et la vedette à l'époque, c'était Alain Souchon, qui était charmantissime, qui dans les coulisses, c'était un plein air. Il triomphait avec l'album Blanc, qui était cet album blanc dont le tube était jamais content. C'était une star, mais vraiment une véritable star. Il était d'une gentillesse, avec un sens de la dérision, qui le caractérise toujours. Et j'ai gardé un souvenir ému de ce soir-là. Effectivement, Tremblay-les-Gonesse, ça devait être en 1977. Ça. Exactement. Alors, sur cet album, Les Souvenirs de demain, il y a aussi un duo avec une autre star, Annie Dupéré. Tous les soleils du monde peuvent aller se coucher. La course des secondes, emplir les sabliers. Je sais que je n'aurai jamais fini d'aimer. Tant que le mot demain sera comme un espoir, tant que j'aurai demain pour bâtir une histoire, tant que mon cœur aspire à mille autres projets, tant que mes souvenirs ne sont jamais regrets. Alors, c'est vrai qu'Annie Dupéré, c'est devenu votre complice. C'est la deuxième fois que vous chantez avec elle. C'est une vraie jolie histoire. Je vous la raconte très vite. Il y a quelques années, je suis parrain d'une association, Les Funambules, pour ne pas la citer, qui fait son grand concert annuel à l'Alhambra. Et l'année d'avant, c'est Annie Dupéré qui était marraine, donc elle me passe le flambeau. Je connais bien sûr Annie Dupéré, qui ne la connaît pas, elle nous a tous fait rêver au cinéma et au théâtre. Et puis là, je la vois sur scène dire un texte, le parler chanter. Et je prends une vraie gifle. Je vais la voir à la fin en lui disant, vous savez, dans mon dernier album, j'ai créé un truc, c'est un parler chanter. Moi, je suis pas vraiment comédien, est-ce que je peux vous l'envoyer? Très gentiment, elle me donne ses coordonnées, mais oui, envoie-moi ça. Enfin bon. Et donc, je lui envoie, elle me répond, mais vraiment, ça s'est fait en 48 heures. Oui, très bien, je le fais, ça me plaît, je le fais. Elle est venue au studio et donc nous avons enregistré cette chanson ensemble. Sur le précédent album, cette chanson s'appelait J'aimerais. On l'a chantée au Casino de Paris ensemble, on l'a chantée au Trianon. Enfin, quand on a eu l'occasion de faire ce petit duo, on l'a fait. Puis elle m'a dit un jour, tu sais, moi j'aimerais bien chanter, vraiment, mais chanter, pas parler chanter, chante. Et Annie, c'est une amoureuse. Annie, à l'âge qu'elle a, ce sont plus des années, ce sont des printemps qu'elle porte. C'est une vraie amoureuse, et en pensant à elle, j'ai eu envie d'écrire cette chanson, paroles et musique, et jamais fini d'aimer. Je la lui ai envoyée, et ça s'est fait le plus simplement possible. Voilà, et ça lui a plu. Elle est venue la chanter avec nous, et voilà. Et je pense qu'on aura l'occasion de défendre cette chanson ensemble. Voilà, l'amour est très présent dans cet album, ainsi comme le pro cette chanson. Je ne pensais pas que tu m'aimais tant.
Je ne l'aurais jamais cru pourtant. Ton chagrin me semble évident. Dommage qu'il pleure à contre-temps. Ça aussi, c'est une chanson très importante pour vous, parce que en même temps, c'est un amour, mais un amour aussi que le public a pour vous, en filigrane. Alors, et cette chanson, je suis parti du constat qu'il fallait parfois partir pour que l'on vous aime. C'est un petit clin d'œil. Donc ça commence par la femme que l'on quitte et qui vous dit qu'elle vous aime. Ensuite, ce sont les collègues que vous quittez et qui vous disent d'un coup qu'ils vous aiment. Et ça se termine au cimetière où vous voyez tous les gens dont vous n'étiez pas forcément les plus amis qui viennent vous dire et qu'ils vous aiment et chanter vos louanges. Donc c'est un pied de nez. Oui, effectivement, on n'est jamais autant aimé que lorsqu'on s'en va, quoi. Voilà. Là, vous pas question de partir, et loin de là, puisqu'il y a le Casino de Paris, et puis des scènes régulières, parce que maintenant, c'est parti, Frédéric Zetoun. Bah écoutez, je sais. En tout cas, ça a l'air, quoi. Je touche ma tête en vous parlant. C'est vrai qu'on fait plein de petites scènes. On va rencontrer les gens là où ils sont. Le 22 juin prochain, c'est vrai que c'est un gros pari, ce Casino de Paris. C'est vraiment un challenge. On va tenter de le relever. Et puis c'est un tel plaisir. Effectivement, après toutes ces années, de ne faire que ce que j'aime, d'aller rencontrer les gens et d'aller chanter chez les gens, c'est franchement merveilleux. Et puis défendre la tradition de la chanson française. Oui, c'est sûr que je m'inscris dans une tradition, je n'ai rien inventé. C'est des chansons avec des couplets et des refrains, des chansons intemporelles. Oui, mais il n'y en a pas beaucoup en ce moment. Oui, mais justement, donc et on avait l'impression que cette chanson-là était morte, et cette chanson-là, elle ne mourra jamais. Une chanson, ça reste une mélodie. Vous connaissez la phrase de Georges Brassens. On rentre dans une chanson par la musique et on y reste par les paroles. Une chanson populaire, c'est une chanson qui sera toujours mémorisée par sa mélodie et à laquelle on s'attachera parce que les paroles nous touchent. Et aller sur scène tous les week-ends ou plusieurs fois par mois pour aller rencontrer les gens, moi, c'est mon adrénaline, vraiment. Eh bien, écoutez, la chanson, on va continuer à en parler, mais à travers un livre, puisque c'est votre double actualité, dans quelques instants sur Sud Radio, avec Frédéric Zetoun. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Frédéric Zetoun, double actualité. Oui. On a parlé de l'album Les Souvenirs de demain, et puis le même jour, le 5 février 2025, puisque vous ne faites pas les choses à la moitié, mais en double, est sorti le dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour chez HarperCollins, une déclaration au patrimoine amoureux de la chanson et un livre avec du rose sur la tranche, oui. Ce qui est assez original. Alors là, c'est une nouvelle collection que les éditions HarperCollins ont lancée à l'automne dernier. Je me trouvais dans un salon du livre au printemps dernier, à Bondues exactement, dans le Nord, ça je me souviens. Et puis je vois arriver une charmante dame qui me dit « Oh, ça tombe bien que vous soyez là, je suis éditrice chez HarperCollins, on lance une nouvelle collection, les dictionnaires jubilatoires. » Et au mot jubilatoire, vraiment, là, mon œil s'est allumé. Vous auriez pas quelque chose à nous proposer autour de la chanson ? Le temps de ce salon, le temps de cette journée, c'était un dimanche. À la fin de l'après-midi, je crois que j'ai un truc qui pourrait être sympa. Qu'est-ce que vous penseriez d'un dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour ? Enfin, la chanson d'amour, en fait, c'est la chanson, puisque 95% des chansons sont des chansons d'amour. Mais je voulais pas refaire un livre où les entrées seraient des chansons, on raconterait l'histoire des chansons. Ce livre-là a déjà été fait. Il y en a plein qui ont été faits sur ce thème-là. Je voulais vraiment essayer de trouver des entrées plus originales, parler des chansons dans ces entrées, mais vraiment trouver plutôt les mots-clés qui font la relation d'amour. La déclaration, le toucher, la main, le cheveu, le parfum. Voilà. Des thèmes à chaque fois. Voilà, des thèmes. Et dans ces thèmes-là, voir comment en chanson ce thème-là avait été décliné et voir aussi comment, au fil du temps, il avait été décliné différemment. Si vous prenez la déclaration de France Gall, écrite par Michel Berger en 74, la déclaration d'amour de France Gall en 74 et la déclaration d'amour de Aya Nakamura, c'est pas exactement le même vocabulaire. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh là, on est bien d'accord. Vous avez compris quelque chose à Aya Nakamura là ? Écoutez, je me suis amusé vraiment à le lire. D'abord, j'ai énormément de respect. Oui. J'ai énormément de respect pour cette artiste. Oui. Elle a grandi
grandi dans une cité que je connais bien. J'ai grandi pas loin, à Aulnay 3000. À Aulnay 3000, où vous sortez Aya Nakamura, ou vous ne sortez pas. Donc, s'en être sorti comme elle s'en est sortie, effectivement, j'ai beaucoup de respect humainement pour cette personne. Artistiquement, je peux pas vous dire que j'écoute ça en boucle, honnêtement. Je vous comprends. Alors, le mot jubilatoire est important pour vous. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est tout ce qui m'anime. La chanson, écouter les chansons des autres, écrire des chansons, chroniquer le talent des autres, essayer d'en avoir un petit peu. C'est ma vie, c'est mon oxygène. C'est jubilatoire comme la vie est jubilatoire. Voilà. Alors, il y a des tas de choses dedans, des mots d'amour, il y a des bons moments, des mauvais moments. Et vous évoquez une chanson de Claude François qui est peu connue, qui est Je te demande pardon, à laquelle vous ne croyez pas du tout. Bon, on comprend qu'il lui demande pardon quand on connaît la vie amoureuse de Claude François, il y avait quelques pardons à demander quand même. Oui, mais lui, il piquait des colères, il engueulait les gens, le lendemain, il envoyait un bouquet de fleurs pour s'excuser. Ou pas. Il y a des gens qui ont reçu autre chose que des bouquets de fleurs. Voilà. Et il y a aussi des mots qu'on entend plus souvent chez Brigitte Lahaie que dans les clés d'une vie. Et ces mots-là, vous n'hésitez pas à les mettre en ouverture de certains articles. Vous parlez de fellation, oui, exactement. Et sur fellation, je renvoie à Sucette, au Sucette de France Gall. Érection, je suis désolé, quand je pense à Fernande, je bande, ça fait partie du patrimoine français. Hein. Exactement. Alors, vous évoquez aussi le mot accent, parce qu'il y a l'accent de la sincérité. Il y a l'accent de la sincérité et il y a l'accent qui fait vendre. Oui. C'est vrai que dans les années 70, puisque tout ça est toujours lié au thème de la chanson d'amour, il valait mieux quand même avoir un accent pour être un chanteur d'amour romantique. May Brandt, Dave, Julio Iglesias. Honnêtement, vous imaginez une chanson qui dirait « Je n'ai pas changé » avec l'accent comme ça, titi parisien? J'y crois pas. Voilà. « Je n'ai pas changé », c'est quand même beaucoup mieux. Avec l'accent, l'amour passe beaucoup plus. Le fluide passe beaucoup plus. Oui, mais à la fin des années 50, vous aviez Gloria Lasso. D'ailleurs, je suis allé à son 11e mariage. Le mari est parti avec un chèque une demi-heure après. Elle avait un sens de la communication. Et c'était vous le témoin? Non. Et il y avait Gloria Lasso et Dalida. Et l'accent a aussi beaucoup compté dans ces moments-là. C'était une guerre d'accent. C'était vraiment une guerre d'accent. Mais c'est vrai que dans la grande tradition de la chanson d'amour, il y a eu les chanteurs accents. Et Georges Guettari. Qui chante la bohème, c'est pas exactement la même version que Charles Aznavour. J'en reviens à Dalida. Vous évoquez, il venait d'avoir 18 ans, en le comparant au Blé en herbe. Le roman de Colette. Effectivement, c'était parti de là. Cette chanson avait été écrite pour Jacqueline Dano au départ. Oui. C'était une commande de Jacqueline Dano à Pascal Sevran. Et puis, ils vont voir Dalida avec Pascal Auria pour de toute autre chanson. Ils ont quelques autres cartouches dans leur besace. Et puis rien ne passe ce jour-là. Et un petit peu en désespoir de cause, Auria regarde Pascal Sevran en disant, il montre cette chanson-là qui ne lui était pas destinée. La pauvre Jacqueline Dano est passée à côté d'une bonne chanson, et Dalida, ça a été une chanson qui a compté énormément pour elle. Oui. Et le Blé en herbe, je ne sais pas si vous le savez, le roman original de Colette a fait scandale. Il est paru en feuilleton au départ. Il y a eu des plaintes de lecteurs pendant la publication. Ils ont dû arrêter le feuilleton. Vous imaginez? Et la relation ambiguë entre les deux amis choquait davantage que l'éducation sentimentale du jeune homme par une femme trentenaire. Ça nous paraît dingue aujourd'hui de penser que ça a eu du mal à exister, quoi. Exactement. Alors, ce qui a aussi existé, et ça vous l'évoquez dans ce livre, c'est ce qui tourne autour de cette chanson. Enchaîné, sur le nez, pas dessous. Attention. Là, vous évoquez à travers Big Bisou une époque où il n'y avait plus de chansons pour danser avec quelqu'un. Et pour se toucher. Exactement. En fait, c'est Françoise Hardy qui revient d'un voyage aux États-Unis et qui dit à Carlos, là-bas, ils dansent le disco, ils dansent tous chacun dans leur coin, ils ne se touchent plus, il n'y a plus de slow. Et donc Carlos entend ça, il le raconte à notre ami Claude Lemel qui, avec son talent qui n'est plus approuvé, traduit ça en chanson. La musique est de Joe Dassin. Oui. On le sait pas, mais Joe Dassin a écrit quelques gros succès. Oui. Le Bougalou du Loup-Garou, c'est lui aussi. Et il s'amusait comme Seigneur Météo, la musique, c'est Joe Dassin aussi. C'est le tandem Claude Lemel, Joe Dassin. Et les arrangements, parce que les arrangements sont pour beaucoup dans cette chanson, il faut toujours citer les arrangeurs, c'est Bernard Estardi. Et je trouve que cette chanson, Big Bisou, a déchaîné certaines ligues féministes contre ces paroles qui étaient soi-disant pas à mettre entre les oreilles. Voilà. Très très honnêtement, c'était très très chaste. Hein. Oui, mais... On commençait par la fin, on commençait par la main. C'était une espèce de
de Jacadi amoureux, Oui, quoi. exactement. On commençait par s'embrasser la main pour finir où on voulait. Et puis vous évoquez aussi le temps où dans les chansons la cigarette faisait un tabac. Ah oui, effectivement, et ta cigarette après l'amour, Oui. du regretté Charles Dumont. Cette chanson, c'est la résurrection de Charles Dumont. Il avait été connu en tant que compositeur d'Édith Piaf, comme il le racontait avec beaucoup d'humour avant Édith. J'étais l'emmerdeur du 5e étage, rue de l'Odéon, 22 rue de l'Odéon. Et après Édith Piaf, j'étais le compositeur de Madame Piaf. Et lorsqu'Édith disparaît, Charles Dumont se retrouve un petit peu délaissé. Tous les éditeurs qui le couvraient de cadeaux à Noël ont oublié son adresse et son téléphone. Et puis il rencontre Sophie Macno qui lui donne ce texte, qui lui dit: vous êtes en fait un véritable chanteur de charme, qui vous ignorez dans ce registre-là. Il met cette chanson en musique et c'est un tube en 1968. Et cette chanson a eu une nouvelle naissance en 1998 quand Laurent Gérard en a fait une parodie. Ta cigarette après l'amour, tu pourrais l'éteindre quand je te bourre. Bon, c'était un peu moins romantique, mais qu'est-ce que c'était drôle. Et il y a aussi Serge Gainsbourg qui a fait scandale avec une chanson qui était Dieu est un fumeur de Havane, Oui. surtout dans une séquence de télévision avec Catherine Deneuve. Qu'on a tous en mémoire, où Dieu est un fumeur de Havane, et lui était extrêmement tactile ce jour-là. Ce qui est très drôle, c'est de voir comment Catherine Deneuve essaye de ne pas se départir d'une espèce de quant à soi. Elle le repousse en douceur, on la voit, la malheureuse, mais gênée comme c'est pas permis, et lui qui va, mais alors vraiment il avait les mains baladeuses, quoi. Voilà. Mais on a oublié une autre chanson de Gainsbourg qui s'appelle Cigarillos, où il évoquait son vice pour le tabac, et cette chanson est oubliée depuis les campagnes anti-tabac. Vous voyez, là, vous m'apprenez quelque chose, et cette chanson-là, je ne la connais pas. Écoutez-la, elle est très intéressante. Alors, vous évoquez aussi dans ce livre, qui est violet ou rose, vous évoquez le bleu qui est la couleur la plus utilisée pour les parodies, Frédéric Zetoun. C'est vrai que en termes de chansons, le bleu en termes de paroles, les mots bleus, la Java bleue, plus bleu que le bleu de tes yeux. C'est vrai que le bleu, j'ai pas vu beaucoup de chansons avec orange dedans. Hein. C'est vrai que le bleu, ça sonne bien. Et plus bleu que le bleu de tes yeux, c'est une chanson que Piaf a écrite avec Aznavour quand il est chez elle, et il a réalisé au Palais des Congrès le premier duo virtuel de l'histoire. C'est extrêmement émouvant. Ouais. C'est-à-dire qu'il est sur scène et Piaf chante en duo avec lui grâce à ces images. Et c'est merveilleux. On a vraiment l'impression qu'elle est là. C'est parfaitement en place. Au niveau du rythme, c'est parfaitement aligné. Quel travail. Oui, et c'est la première fois que ça se faisait et ça a été repris 1000 fois depuis à la télévision. Et puis il y a aussi la langue française que vous évoquez dans ce livre. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma tête. Chanson pour une drôle de vie. Véronique Sanson chante ce titre, et c'est la colère de son père Daniel Sanson, qui était très rigoureux en français, qui dit: on ne dit pas je fais ce que j'ai envie, mais ce dont j'ai envie. Ce dont j'ai envie. Alors dans les fautes aussi, ça n'enlève rien à la grandeur de ses chansons. Mais il faut savoir que, en plus, Daniel Sanson, son père était un grand avocat et un résistant qui a présidé la fédération des résistants dans les années 80-90. Un grand monsieur. Et c'est vrai que oui, là, il y avait une petite faute de français. Il y en a d'autres comme ça. Je crois qu'il y a dans le duo Sylvie Vartan, Johnny Hallyday. J'ai un problème. J'ai un problème. J'ai bien peur que je t'aime. J'ai bien peur de t'aimer. Bien sûr, mais ça collait pas. Et ça collait moins. Et puis vous évoquez aussi Zanini, qui a eu la chance de sa vie avec Tu veux ou tu veux pas. Ça, c'est carrément un coup de bol notoire. Il avait passé déjà les 50 ans, et ce jazzman émérite avec son petit chapeau se retrouve du jour au lendemain avec un espèce de succès qui l'a complètement dépassé, mais qui l'a porté et qui lui a permis de vivre agréablement jusqu'à la fin de sa vie. Alors dans les thèmes de l'amour, puisque c'est important, il y a la jalousie, que vous évoquez à travers un chanteur totalement oublié aujourd'hui, Frédéric Zetoun, c'est Armand Mestral. Et jalousie, alors moi, cette chanson, la première fois que je l'ai écoutée, c'est dans Le Grand Pardon. Le Grand Pardon d'Alexandre Arcadi, où Armand Mestral joue son propre rôle. Il vient dans cette bar mitzvah un petit peu mafieuse, et il vient chanter pour le parrain et Roger Hanin cette chanson. Et en écoutant cette chanson, je me souviens à l'époque, et mon père me disait, mais cette chanson, elle existe, tu sais, c'est une vraie chanson qui date de 1946, je crois. Et donc, effectivement, je suis allé exhumer cette chanson.
Alors, on parle de la jalousie d'une certaine manière en 1946, on en parle totalement différemment et dans les années qui vont suivre, et c'est ce que j'essaye de montrer dans ce livre. Et un autre auteur célèbre a évoqué Armand Mestral dans un de ses livres, c'est Georges Perec, qui a cité Armand Mestral par rapport à une opérette, Les Pieds Nickelés, avec Armand Mestral, qui était son opérette préférée. Ah bah écoutez, ça, j'ignorais cette opérette. Et la rupture aussi. La rupture, bien sûr, on pense à Ne me quitte pas. Bien évidemment. Et il y a cette rupture-là, il y a Salut les amoureux aussi, oui. de Jodassin, écrite. Et Jodassin disait, on pense que je chante mes chagrins d'amour. En fait, je ne fais que chanter les chagrins d'amour de mon parolier Claude Lemel. Et c'est vrai que quand Claude vous raconte cette histoire où il ramène celle qui a été son épouse, Vava, chanteuse dans le Big Bazar, ils sont dans le 18e, il la ramène devant sa voiture, ils savent qu'ils vont se séparer, qu'ils ne vont plus se voir, ils sont tous les deux maladroits, et qu'il y a une dame qui passe, ah salut les amoureux, bah voilà, et voilà comment on écrit une magnifique chanson. Et il y a une révélation aussi dans ce livre, une autre révélation, c'est qu'au départ, Ne me quitte pas, c'était une petite valse mexicaine. Une petite valse mexicaine, composée pour le refrain par Jacques Brel, qui fait tabadabadam, tabadabadam, tabadabadam. Et en fait, c'est Gérard Joannest qui était son jeune pianiste, oui, qui sortait du conservatoire, qui remplaçait le pianiste titulaire de Brel, et qui, au moment des répétitions, entre la répétition et le concert du soir, on a un petit peu de temps, travaillé avec Brel sur de nouvelles chansons, qui lui a conseillé de décélérer le tempo, donc qu'il a mis au tempo que l'on connaît. Et c'est Gérard Joannest qui a composé tous les couplets de cette chanson. Mais comme il n'était pas à la SACEM, comme il sortait du conservatoire, qu'il se destinait à une carrière de concertiste, et que pour lui, écrire des chansons, c'était pas important, Brel a signé seul cette chanson, alors que cette chanson a été vraiment co-composée par Brel et Gérard Joannest. On sent en filigrane dans ce livre l'amour des mots. Pour vous, il est essentiel, Frédéric. Il est complètement porteur. On ne peut pas écrire de chansons si on n'a pas écouté, religieusement certaines chansons de nos pères. Ça porte, ça. Alors donc, une double occasion de vous écouter et de vous lire, d'écouter l'album Les Souvenirs de demain, avec ses chansons inédites, en attendant le 22 juin, le Casino de Paris, et ce dictionnaire jubilatoire de la chanson d'amour, qui l'est vraiment, chez Harper & Collins. Merci Frédéric. Merci à vous, Jacques. Merci mille fois. Merci à vous, et à bientôt, parce que vous reviendrez dans les Clés d'une vie, j'en suis sûr. Avec plaisir, avec plaisir. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.